Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les reflux. Donc nous allons voir tout simplement les causes potentielles. Donc il y en a pas mal, je vais en détailler certaines aujourd'hui, mais ça fera aussi suite à, plutôt ça servira d'introduction à celle que je ferai ensuite qui sera sur les coliques, étant donné que lorsqu'il y a reflux, c'est l'une des causes justement des coliques, donc les deux sont liés. Dans un premier temps, nous allons voir donc, comme je disais, les causes, mais évidemment certains conseils que je pourrais vous donner, en sachant évidemment aussi que si cela n'est pas suffisant, eh bien je vous conseille de consulter, que ça soit votre médecin pédiatre, que ça soit une sage-femme, IBCLC par exemple, si vous allaitez, etc. Et bien évidemment, du coup, des personnes comme moi qui sont assez formées sur tout ce qui est périnatalité, puisque moi, c'est ma spécialité. Donc, l'une des causes que l'on entend le plus souvent, c'est justement plutôt la maman qui serait en lien au reflux de son bébé, qui est allaité. Alors oui et non, il n'y a pas que ça. Donc oui, la maman par rapport à sa mastication à elle, donc ça, on reviendra dessus juste après. Mais il y a une des causes que je vois très souvent et qui malheureusement n'est pas assez prise en compte, eh bien c'est l'effort respiratoire de bébé. Donc comment en fait ça se présente, c'est que le diaphragme va venir en fait remonter et du coup il va finalement envoyer l'acide de l'estomac, l'acide stomacal, dans l'œsophage, créant ainsi de la douleur et en même temps facilitant le reflux bien évidemment. Pour éviter cela, le mieux c'est bien justement de lui proposer au maximum la tétée. Pourquoi ? Parce que le fait de téter, parce que aussi la salive, ça protège l'œsophage. Et donc, quelque part, ça lui apprend à mastiquer, suivant l'âge évidemment de votre enfant. Mais en sachant que l'allaitement est le premier exercice de mastication finalement. Évidemment aussi, lorsque donc le diaphragme comme ça a tendance à remonter, eh bien c'est important de venir le détendre tout simplement. Donc que ça soit avec un petit exercice de massage justement entre la poitrine en fait pour lui, pour aider voilà à bien détendre le diaphragme, mais aussi s'il y a besoin de thérapie manuelle, donc que ça soit chiro, ostéo, ça je suis sûre qu'il y a des professionnels autour de vous pour vous aider. Ensuite, donc la mastication. Alors la mastication, déjà j'aimerais bien vous faire un petit topo, on va dire. À quoi finalement elle sert. Donc elle sert évidemment à la bonne santé des dents, mais aussi à la bonne occlusion dentaire pour les un peu plus grands. Et lorsque du coup il y a une bonne mastication, il va y avoir différentes actions possibles. La première, c'est une action mécanique, tout simplement parce que le fait de bien mastiquer et donc de bien venir fermer comme ceci, ça permet justement déjà de faire un bon broyage, tout simplement. Donc broyage des fibres pour réussir à absorber ce qu'il y aura à l'intérieur, en sachant que toutes les fibres, et d'autant plus quand ce sont des céréales, etc., il faut vraiment, vraiment, vraiment broyer, parce que le plus gros problème du gluten qui est que nous ne le digérons pas, et que c'est un aliment qui est maintenant désormais avec une forte intolérance vis-à-vis de nous, et bien tout simplement parce que nous n'arrivons pas à casser ces fibres, et c'est d'autant plus important là de le mastiquer. Or là où on le trouve vraiment sous la forme la plus difficile, c'est avec le pain, c'est avec les pâtes, etc. Donc des produits que l'on n'a pas l'habitude de mastiquer, donc c'est ultra important de faire attention à ça. Également,
Surtout l'action mécanique de la mastication va servir aux protéines. Ça permet de commencer à les dénaturer grâce notamment aux enzymes salivaires, donc qui sont présentes dans la bouche. Et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça va engendrer, si on n'arrive pas à bien le faire, on risque d'avoir une hypochloridrie derrière, c'est-à-dire que lorsque les protéines qui normalement ont commencé à être décomposées, à être découpées dans la bouche, si ce n'est pas fait, eh bien ça laisse plus de travail au niveau de l'estomac qui aura des difficultés à le faire et donc ne va pas vous aider finalement à bien assimiler ce que vous mangez, mais aussi va petit à petit se dire qu'il n'y aura pas besoin de sécréter tant d'acide puisque il n'y aura finalement pour lui pas tant de protéines que ça présente. Et donc, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, l'acide de l'estomac va venir du coup augmenter, c'est-à-dire ce sera plus un pH acide, mais un pH de plus en plus basique, chose que l'on ne veut pas, absolument pas. On va y revenir aussi. La deuxième action de la mastication, eh bien c'est une action biochimique. Alors je vous ai parlé un petit peu des enzymes salivaires. Eh bien il y en a plusieurs. Il y a les amylases qui sont spécifiques pour le côté glucidique et il y a les lipases pour le côté lipidique. Pourquoi c'est important? C'est parce que toutes ces enzymes-là, ainsi que la mastication, ça va aller avec mon autre action derrière, c'est un regard d'information. Et bien, de cette manière-là, en mastiquant bien, vous dites à votre cerveau, voilà ce que je suis en train de manger. Et donc, il va pouvoir prévenir en fait le corps c'est-à-dire prévenir l'estomac, etc. De dire ben voilà, là en fait il y a tant de lipides, il y a tant de glucides, tant de protéines, et ainsi permettre justement de préparer l'organisme finalement à digérer. Mais aussi, l'avantage, c'est que le fait de bien mastiquer, vous allez avoir de plus en plus donc d'informations et ainsi, votre cerveau va permettre de sécréter la grénuline, la leptine, surtout la leptine, pour vous dire, eh bien là, c'est bon, on a mangé en fait tout ce que l'on a besoin aujourd'hui, donc il est temps de s'arrêter. Ce n'est pas en remplissant l'estomac que l'on a cette sensation d'arrêt, de plus avoir envie de manger, de plus avoir faim, mais c'est bien grâce à cette hormone et comment on l'active en mastiquant. Donc, c'est ultra important. Et donc, également, la dernière action de la mastication, c'est bien la protection. Protection déjà de l'œsophage, puisque, comme je vous le disais juste avant, la salive va venir faire une couche protectrice de l'œsophage, mais pas que, puisque la salive également va venir permettre d'avoir un environnement alcalin au niveau de la bouche. De la bouche d'ailleurs et de l'œsophage, puisqu'ensuite on va passer sur une zone qui est très acide. Donc vous l'aurez compris, pour faciliter la mastication, ce qui est important, eh bien c'est d'avoir des aliments avec des morceaux pour prendre le temps de bien les casser toutes ces fibres, casser absolument tout ce qu'il y a, et ainsi absorber au maximum ce que vous allez manger, mais aussi pouvoir dire comme ça à votre corps exactement ce que vous mangez. S'il y a bien une phrase avec la mastication qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. De cette manière-là, vous savez que la mastication est suffisante parce que on me demande régulièrement, eh bien, combien de temps je dois mastiquer, combien de fois, vous savez, on tourne la langue dans la bouche, etc. Eh bien, ça va dépendre de chaque personne parce que suivant si l'occlusion dentaire est bonne, eh bien, il faudra peut-être peu de mouvements, vraiment voilà, de mastication en tant que telle. Mais par contre, si eh bien, vous avez pris une bouchée trop grosse, si vous avez une malocclusion, eh bien, vous aurez besoin de mâcher plus longtemps. Pareil aussi si vous manquez de rythme.
Donc c'est pour ça qu'on parlera un peu de TMF, c'est-à-dire la thérapie myofonctionnelle après, parce que ça, moi, c'est quelque chose que je propose systématiquement, c'est une obligation, pour que je sois sûre que votre mastication est bonne, parce qu'une simple mastication, ça peut changer tellement, tellement de choses. Également, donc, il faut aussi muscler en fait la langue. C'est de cette manière-là que l'on va réussir à avoir une bonne mastication. Pourquoi? Parce que nous devons mastiquer fermé sans venir en fait impliquer finalement toutes les joues, les lèvres, etc. Sauf que si vous imaginez que là, la bouche en fait se referme, eh bien, si vos aliments sont à l'intérieur, vous ne pourrez pas les broyer. D'où le fait de la langue qui va venir d'un coup à l'autre, donc de ce mouvement-là, amener les aliments d'un côté et de l'autre afin justement de bien développer tous les muscles des deux côtés, mais aussi et surtout donc développer justement la musculature de la langue. Aujourd'hui, nos langues sont beaucoup trop peu musclées, elles sont très vite fatigables parce que nous n'avons plus cette habitude de mastication. Or, c'est vraiment très très important. Je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait sur le côté involution humaine, sur le côté voilà, modification du visage, et aussi sur la vidéo sur la respiration, parce que tout ça est lié. Et c'est finalement quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais qui aura énormément de conséquences. Et pour moi, si les parents mastiquaient bien avant même de concevoir leur enfant, eh bien, il n'y aurait pas ce souci-là chez les enfants. Donc, le plus en plus de problèmes liés à l'alimentation est lié finalement aux parents qui n'ont pas bien absorbé les nutriments, qui n'arrivent pas à bien absorber les nutriments, créant un stress, créant des carences chez leurs enfants. Donc si vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas encore d'enfants, eh bien prenez rendez-vous pour justement travailler ça afin que vos enfants n'aient pas de soucis de santé. Pareil, si vous êtes enceinte, c'est encore bon. Si votre enfant est déjà là, qu'il a donc des soucis de reflux, eh bien, c'est pareil, prenez rendez-vous pour vous aussi, parce que si vous vous traitez vous traitez votre enfant et vous traitez aussi les générations suivantes. Donc c'est très très important de prendre ça le plus tôt possible et voilà, vraiment de s'y atteler. C'est aussi important pour votre propre santé, parce que sans bien assimiler, eh bien la longévité sera moindre et surtout la qualité de vie sera moindre. Voilà, maintenant qu'on a dressé le tableau, donc s'il y a une dysfonction de la mastication, et qu'est-ce que ça engendre? Il y aura donc une diminution de la digestion, que ça soit des lipides, des protéines, des glucides, ça je le refais pas, vous le savez, et donc ça va entraîner des dysbioses, aussi une mauvaise synthèse et une mauvaise chasse biliaire, c'est-à-dire pour continuer en fait la digestion, et aussi des risques de candidose, puisque si les glucides ne sont pas bien mastiqués, parce qu'on a énormément de glucides dans les fruits et les végétaux, il n'y a pas que dans les céréales, et le problème c'est que si on n'arrive pas à justement bien les faire sortir, eh bien les mycoses, que ça soit aussi les parasites, les vers, etc., eh bien, eux vont venir s'installer, nous débarrasser finalement de ces déchets. Ce qui fait que lorsque vous avez, vous savez qu'il y a beaucoup de vers, qu'il y a beaucoup de parasites, qu'il y a des mycoses à répétition, eh bien, traiter c'est bien, mais par contre, le mieux c'est d'aller voir la cause et donc de ne pas leur donner à manger. Donc c'est super important de venir aider à mastiquer pour que tout se remette dans l'ordre, tout simplement. En sachant aussi que la mauvaise en fait absorption du coup des lipides liée en fait à cette synthèse et à cette chasse biliaire tout simplement, eh bien ça va faire que vous n'arriverez pas à assimiler les acides gras, que vous n'arriverez pas à assimiler toutes les vitamines liposolubles. Or, c'est ultra important de les avoir lorsque l'on est enceinte, lorsque l'on allaite
encore plus pour bien éviter tout ce qui est baby blues, pour enfin plutôt même dépression postpartum, pour éviter le fait de perdre la mémoire, voilà, d'oublier absolument tout ce que l'on veut faire, d'avoir aussi des douleurs parce qu'on va avoir beaucoup plus d'inflammation possible. Tout voilà, ce sont vraiment en fait les vitamines les plus importantes. Les acides gras, on en a besoin énormément. Donc le fait de ne pas pouvoir les absorber, c'est ultra contraignant. Et aussi en symptômes, on va dire, de grossesse, ça aura pu être toutes les nausées que vous avez pu avoir qui pendant le premier trimestre, voire même qui en fait ont persisté, une difficulté à digérer certains aliments, et bien là, c'est vraiment de reprendre déjà à la base avec la mastication. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien prenez rendez-vous avec moi, on pourra voir ça ensemble. Voilà. Et aussi, au niveau de l'alimentation liée à la mastication, ce qui est important en fait, c'est d'apporter également du gras, que ça soit des graisses animales plutôt. Et bien là, ça va permettre de sécréter plus d'acide biliaire et donc de mieux digérer. Donc voilà pourquoi moi je vous parle toujours du bouillon d'os, aussi de la graisse de canard, du saindoux, etc. Que c'est ultra important et qu'il faut arrêter de stigmatiser en fait les lipides parce que au contraire, on en a grandement besoin. Et quand je dis grandement, c'est grandement. Aussi, lorsque la mastication n'est pas suffisante, le risque, c'est de développer une hypersensibilité alimentaire, voire même du coup une intolérance alimentaire. Et ensuite, avec cette hyperperméabilité intestinale qui arrive, eh bien, d'avoir des soucis au niveau de l'immunité, que ça soit justement au niveau de l'eczéma, que ça soit au niveau de l'asthme, que ça soit voilà, n'importe quel type d'allergie, des otites à répétition, enfin tous les problèmes ORL. Donc que ça soit des rhumes à répétition, que ça soit du coup des soucis au niveau des yeux, bref, tout ça, ça peut être en lien avec la mastication et la respiration. Donc vraiment à ne pas minimiser, c'est ultra important, c'est vraiment la base de chez la base. Voilà. Et donc, comme je disais, il y aura également une hypochloridrie lorsque eh bien, nous ne mastiquons pas suffisamment parce que nous préparons pas assez le terrain. Eh bien, c'est pour vous donner une image, c'est un petit peu comme je ne sais pas si vous devez construire une maison et que on vous livre des pans de mur directement, alors que normalement c'était à vous de les monter, et que vous n'avez tout simplement pas la force de soulever ces pans de mur pour pouvoir faire votre maison. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si on vous avait livré les parpaings avec tout ce qu'il fallait, vous auriez pu la monter vous-même, votre maison, et donc l'utiliser. Or là, eh bien, vous ne pouvez pas. Ce sont donc des déchets que vous n'arrivez pas forcément en plus à évacuer, d'où le fait que vous allez finalement appeler les copains, que ce soit les bactéries, les vers, les parasites, pour venir justement vous aider à vous en débarrasser. Donc, à quoi sert vraiment la sécrétion d'acide chlorhydrique? Eh bien, ça permet déjà de maintenir le microbiome. Le microbiome, alors vous avez certainement entendu parler du microbiote. Eh bien, le microbiome, c'est, on va dire, le village, c'est l'ensemble, voilà, tout ce qui comporte votre village interne. Donc vous avez donc pareil les bactéries, etc., vos cellules, vous avez la circulation, vous avez en fait tout ça qui est censé être maintenu. Or, de la même manière, eh bien, si justement les rues sont bouchées, si il y a des trous dans les maisons, à la place, si on imagine que les maisons ce sont vos cellules par exemple, eh bien il va y avoir des soucis. Eh bien, c'est pareil avec le microbiome. C'est aussi le fait d'avoir des livraisons d'alimentation, mais aussi d'avoir les éboueurs pour venir emmener vos déchets. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du microbiome. Également, le rôle de l'acide chlorhydrique, eh bien, ça va être de venir décomposer votre alimentation et du coup, surtout là, au niveau des protéines. Bon, le but de l'estomac, c'est surtout, on va dire en majorité, sur le côté protéique. Donc il aura besoin d'acides gras, de lipides, pour venir aider à décomposer les protéines
pour pouvoir les absorber un peu plus tard. L'acide chlorhydrique va permettre vraiment d'assurer l'assimilation donc de plein de micronutriments, de minéraux, de vitamines, donc comme par exemple le fer, le magnésium, aussi la vitamine B12. Sans acide chlorhydrique, et tout ça, vous n'arriverez plus à les assimiler. Donc c'est ultra important en fait de maintenir cet acide-là. Et aussi, l'acide chlorhydrique permet d'acidifier le bol alimentaire, c'est-à-dire ce que vous avez mangé, j'ai envie de dire ce QFD. Donc ce qui permet vraiment d'aider aussi les autres enzymes digestives. Parce que pour qu'une enzyme elle puisse fonctionner, elle a besoin de ce qu'on appelle les cofacteurs, les minéraux, tout, l'environnement, on va dire, mais aussi d'une certaine température, d'une certaine acidité pour pouvoir en fait se mettre en marche. Donc là, c'est ultra important, encore une fois, d'avoir assez d'acide chlorhydrique. J'ai encore jamais vu par contre quelqu'un qui en avait trop, juste pour info. L'acidité aussi, ça permet de libérer donc de la bile dans les intestins. Donc ça permet vraiment de continuer finalement la digestion et ça permet donc de digérer les graisses. Voilà. Et maintenant donc les traitements, on va dire, lorsqu'il y a reflux. Donc lorsqu'il y a reflux, bien vraiment d'aller demander à la maman, si c'est vous, d'aller venir mastiquer, c'est ultra important. Pareil, si votre enfant est un petit peu plus grand et donc qu'il a commencé à manger, eh bien, faites exprès de lui donner, oui, des morceaux. Il faut bien que votre enfant vienne travailler sa mastication. Donc vraiment pour permettre au maximum à ce que ça se développe le plus tôt possible. Donc les purées, on en reparlera. Aussi au niveau des aliments pour favoriser cette sécrétion en fait d'acide chlorhydrique pour venir remettre en place en fait la sécrétion. Ce sera les produits fermentés. Donc que ça soit du coup du kimchi, que ça soit la vraie choucroute, peu importe en fait les produits fermentés. Aussi ce qui est intéressant de faire, c'est d'apporter du vinaigre de cidre, donc à raison de 1 cuillère à soupe avant le repas. Sauf par contre s'il y a une allergie à l'histamine, là on évite. Pour le savoir, eh bien, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous. On pourra avoir ça par le biais de prises de sang spécifiques. Donc d'apporter aussi du bouillon de poule, ça aide bien. Le jus de citron, si c'est bien toléré, pareil, donc si l'organisme n'est pas trop fatigué. D'apporter aussi des enzymes digestives parce que le fait par exemple de manger trop souvent pour les adultes, le fait aussi d'avoir eu tellement d'années à ne plus avoir cet acide chlorhydrique, de ne pas savoir finalement bien mastiquer, eh bien les enzymes ont pu devenir entre guillemets feignantes, arrêter d'être sécrétées, arrêter de travailler. Donc ça peut être intéressant pendant un temps. Moi, je suis pas du tout pour le fait de prendre des compléments tout le temps. Donc pendant un temps, ça peut être bien d'avoir cette béquille-là pour commencer à bien assimiler vos minéraux et vos vitamines. Et également, ça peut être intéressant de voir en fonction, par exemple, des résultats des carences, de voir s'il ne faut pas absorber un peu plus de zinc pour venir pallier à ce souci-là. Donc ça, c'est vraiment du côté de la maman, puisque la plupart du temps, si on traite la maman, c'est suffisant pour le bébé. Mais pas que. Donc, lorsqu'il y a allaitement, au niveau de la tétée, le mieux, c'est d'avoir une tétée en position anti-gravité, où vraiment le nombril face au sol, on va dire, et où la tête, en fait, elle est plus haute que le sein. Ça va permettre d'améliorer la succion. Et s'il y a un réflexe d'éjection fort, eh bien de venir le diminuer, le calmer. Également, de vraiment faire attention, si on ne se met pas toujours dans cette position-là, d'avoir la tête qui soit placée plus haute en fait que le tronc. Parce qu'on a tendance des fois à les mettre un peu trop à l'horizontale et donc ça va gêner. Donc voilà, ça c'est pour le côté allaitement. Et si, encore une fois, pour le côté allaitement, d'éviter d'espacer en fait les tétés, puisque on va dire dans le côté logique, mais il n'y a pas eu vraiment d'études qui l'ont prouvé,
c'est que si l'estomac en fait est plein, eh bien c'est plus facile, de remonter, c'est plus facile d'avoir des reflux. Ce qui est plutôt logique, on va pas se mentir. Mais ensuite, est-ce que, c'est, réellement suffisant? Est-ce que c'est vraiment ça aussi? À voir, en fonction évidemment aussi de la famille parce que, eh bien ça peut être gênant d'avoir des tétées très, fréquentes parce que ça voudra dire ça, des, petits volumes, donc des tétées de plus en plus fréquentes, donc forcément ça va impacter le sommeil. Voilà, voilà. Après le principe, c'est que le but, c'est que le lait en fait coule, du coup moins vite puisque ce sera plus souvent, donc on vide pas vraiment et ainsi que le bébé va venir avaler moins d'air. Et aussi le fait que de téter régulièrement, d'avaler plus souvent du lait, ça va permettre de diminuer l'acidité au niveau de l'œsophage et donc d'avoir, un effet en plus, calmant. Voilà, tout simplement. Par contre, là aussi où il faut faire attention, notamment lors des reflux, c'est parce que bébé peut prendre, on va dire, faire la distinction, se dire: «Beh, tiens, à chaque fois que je mange, j'ai des douleurs». Donc il peut refuser carrément de téter à cause de ça. Donc là, c'est vraiment très, très important d'être pris en charge le plus vite possible et de voir en fait quelles solutions seront les plus adaptées pour vous, pour votre bébé. Parce qu'il ne faut pas qu'un bébé ne refuse de manger. C'est forcément, ça va être très compliqué pour la suite. Également, donc eh bien, ce sera la TMF, la thérapie myofonctionnelle. Donc ça vraiment d'avoir une prise en charge. Donc moi en tant que naturo, je la pratique, mais je réfère aussi toujours avec d'autres personnes, que ça soit les ostéos, que ça soit un peu plus tard quand bébé est plus grand, dentiste, posturologue, etc. Mais vraiment d'avoir aussi une prise en charge, par exemple avec une IBCLC, ça peut être intéressant. Voilà, quelque chose de global, quoi. Aussi, ce que la maman peut faire, notamment si c'est elle également qui a des reflux ou qui en a eu pendant la grossesse, eh bien ça va être de prendre un petit peu de Litotam parce que c'est riche en carbonate de calcium et donc en fait il y aura un effet anti-acide. Là c'est encore une fois pour le haut, donc pour un effet pansement, évidemment ce n'est pas un vrai traitement, c'est du pansement, donc du court. Aussi, le bourgeon de figuier peut être intéressant puisqu'il va agir autant sur le système nerveux que sur le reflux. Parce que tout ça, eh bien forcément, ça entraîne un stress pour le corps. Et donc, eh bien, ça va entraîner également d'avoir un système nerveux qui sera plutôt en mode alerte plutôt que détente. Et donc, ça jouera sur la digestion. Mais on y reviendra sur la vidéo sur les coliques. Vous verrez, on ira encore un peu plus en profondeur. C'est déjà pas mal, pas tout faire en même temps. Évidemment, lorsque tout, au niveau alimentaire, on a tout vu, enfin, qu'on a un petit peu fait tout le tour, ça peut être intéressant de voir, et seulement à ce moment-là, des recherches d'intolérance alimentaire, des allergies, voire aussi des dysbioses intestinales, etc. Pourquoi on le fait pas tout de suite que moi j'évite de conseiller d'enlever tous les aliments? C'est parce que ça peut aller très vite d'enlever absolument quasiment tout et que la période de l'allaitement, c'est challengeant pour la maman, que c'est aussi challengeant quelque part pour le bébé. Et donc le fait de tout enlever, eh bien on aura un risque de quelque part enlever tout ce qui est ce dont en fait elle a besoin, qui est finalement plus de risque de carence derrière. Et que si il y a par exemple un manque de cuivre, eh bien du coup on aura un souci avec le fer. Donc c'est ultra important d'avoir un bon équilibre d'absolument tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vu que après. Par contre, pour le bébé, ce que l'on peut lui faire faire, c'est du tummy time. Donc ça, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet. Ce qui va permettre en fait le tummy time, donc c'est de lui laisser du temps en fait passer sur le ventre. Donc ça, on peut le faire dès la naissance. Ça permet donc de bien le muscler. Muscler en fait toutes les chaînes musculaires, pardon, oui, muscler les chaînes musculaires, postérieures du cou et également antéro-médiane. Donc ça aide en fait tout le système à un se réguler au niveau du système nerveux, système vagal, et deux à justement se développer pour prendre en charge finalement
le diaphragme, pour prendre en charge au niveau de l'estomac, prendre en charge au niveau des intestins. Et donc, parce que quand on commence généralement par un reflux, on a les coliques derrière. Généralement, c'est associé. Pas forcément dans la même temporalité, mais c'est souvent associé. Donc, voilà. Aussi, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de mettre l'enfant en position verticale après les tétés. Donc, que ça soit avec un porte-bébé, que ça soit en relevant le lit, voilà, tout ce qui va permettre de tout simplement utiliser la gravité à votre avantage, voilà, je cherche mes mots, afin justement que bébé n'ait pas de reflux, que ça soit moins facile en fait pour le corps de venir évacuer. Également aussi, de ne pas trop serrer les couches, parce que le fait de venir serrer, de comprimer, forcément, ça peut plus vite pousser vers le haut, surtout à cet âge-là. Donc au niveau des couches, le mieux, ce sera celles qui vont venir s'attacher sous l'ombilic, sous le nombril en fait, tout simplement, pour ne pas le comprimer. Et attention aussi au maxi-cosy, parce que c'est pareil, ça peut faire aussi des compressions abdominales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de cosy, etc. C'est vraiment à voir en fonction de vous, de votre mode de vie. Et aussi évidemment de votre bébé, parce que un bébé qui aura déjà des compressions abdominales, de toute façon, il va hurler dans un maxi-cosy. Donc n'achetez pas forcément trop en avance. Voilà, et puis aussi, et bien évidemment, comment puis-je ne pas en parler, les rots. De faire rôter votre enfant très régulièrement et même plusieurs fois lors d'une même tétée. Et bien surtout si votre bébé a tendance à avoir des tétées très goulues, enfant qui tète beaucoup, et bien c'est très important, parce que plus en fait il y aura de l'air, plus c'est difficile pour lui de l'évacuer, étant donné qu'il ne peut pas bouger autant que nous. Donc c'est important de l'aider en venant le faire rôter, voire même, moi ce que je conseille souvent, c'est de commencer par faire rôter avant la tétée, pour les enfants qui tètent très souvent et qui ont beaucoup de reflux. Petite parenthèse également pour les PCN, les préparations commerciales pour les nourrissons. Lorsque il y a reflux, ce qui est souvent conseillé aux parents, c'est de passer sur les PCN. Or, la littérature scientifique a bien démontré que lorsque un bébé en fait a des reflux avec le lait maternel, la chance qu'il ait des reflux, la chance, plutôt le risque, qu'il ait des reflux avec le PCN est très grande. C'est à mettre en perspective. Ce conseil-là, ce n'est pas forcément ce que je vous conseillerais. Voilà. Essayez, j'ai envie de dire, tout le reste avant. Et donc, on arrive au système vagal, à venir le réguler. Donc ça permet de réguler vraiment le reflux. Pour comprendre le système vagal, je vous renvoie donc à mes autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous autrement si vous souhaitez plus de conseils. Donc pour réguler ce système vagal, ça va être un maximum de peau à peau, donc pendant ou en dehors des tétés. Un maximum en fait de contact physique. Bébé en a besoin et ça lui fait du bien. Bien évidemment, c'est à voir en fonction de votre disponibilité, là encore, de votre mode de vie, etc. etc. Et un truc tout simple avec la mastication aussi, c'est de venir respirer. Avant de manger, je vous conseille simplement 5 respirations amples, ça suffit. Donc, avant de manger, qu'est-ce que vous faites? Vous venez inspirer et expirer par le nez uniquement. Vous le faites 5 fois. Une inspiration la plus ample possible. Vous ne gardez pas, vous ne faites pas de rétention d'air. Et ensuite, vous expirez. Pareil, au maximum de vos capacités. Vous le faites 5 fois avant de vous mettre à manger. Vous aurez déjà, vous aurez finalement calmé votre système vagal. Fait une séance de cohérence cardiaque rapide, ce sera souvent largement suffisant. Aussi pour bébé, le bain thérapeutique de Marie Panier permet de venir bien réguler le système vagal. Alors il y a aussi d'autres bains thérapeutiques, n'hésitez pas à voir ça. Sachant que là, du coup, vous devez vous référer à un autre professionnel. Vous avez aussi tout ce qui est kinésiologie, tout ce qui est revécu
émotionnel de la naissance. Ça, je vous le conseille, que la naissance se soit bien passée pour vous ou non, bien passée pour vous, enfin pour votre bébé ou non. Ça peut être intéressant, il y a toujours des choses en fait à voir. Également le rebozo, que ça soit en fait pour vous en tant que maman ou du coup pour votre enfant. Donc trouver des professionnels formés. Moi je sais que j'aime bien l'utiliser le rebozo. C'est toujours très sympa, très agréable. Aussi évidemment les massages, ça aide toujours. Donc que vous connaissiez, que vous ayez appris ou non un massage, ça fera toujours du bien. Aussi la réflexologie, donc réflexologie qu'elle soit plantaire, palmaire, ce que vous voulez, auriculaire, du visage, ça fera toujours du bien aussi. Et aussi également tout ce qui est musique. Donc que ça soit les bruits blancs, mais pas que ça soit aussi certains types de musique. Alors c'est sûr, on parle beaucoup de la musique classique, ça c'est évident que c'est intéressant, mais pas que. Les sons aussi, le fait le ch ou le son tout ce qui va être un peu plus grave généralement, ça permet vraiment d'aider la régulation du système vagal. Aussi, eh bien, le fait de traiter n'importe quelle inflammation, donc les inflammations chroniques chez la maman, évidemment chez le bébé, ça permet d'aider toute la barrière intestinale. Donc les inflammations, souvent, c'est par manque d'acide gras anti-inflammatoire. Donc ça, en fait, ça relève de la médecine fonctionnelle. Donc moi, c'est quelque chose à laquelle je me forme de plus en plus, hein, que je continue. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et voilà, il y a encore plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, si vous avez la moindre question, vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec moi. Donc, on peut prendre 30 minutes de rendez-vous pour savoir si vous souhaitez que je vous accompagne ou non. Dans tous les cas, vous aurez des clés. Par contre, c'est évident que c'est savoir si vous êtes prêt à investir en temps et forcément en argent pour le bien en fait de votre famille, que ça soit le mieux en préventif ou bien en curatif, on va dire, quand vous êtes au moment de crise. Voilà, c'était Johanna de Saint-Sopry, naturopathe spécialisée en périnatalité, de la préconception aux 5 ans de l'enfant, pour le bien-être de la famille. Je vous souhaite vraiment une radieuse journée avec tout mon amour et on se retrouve très bientôt. Au revoir.